une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance, savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations. Cela commence par vous, forces de l'ordre, fonctionnaires, serviteurs de l'État. Dans l'œil de Foucault aujourd'hui, après le romancier Caril Ferret, la suite de cette grande table sous surveillance, avec dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'autosurveillance ou la vigilance, les citoyens appelés à aider leurs États, à assurer la sécurité de tous, de la lutte antiterroriste à celle contre l'épidémie. Invitée, la politiste Vanessa Codaccioni, elle est spécialiste de justice pénale, maître de conférence à l'université Paris 8. Après justice d'exception et il y a 1 ou 2 ans, répression, l'État face aux contestations politiques. Elle publie aujourd'hui La Société de vigilance chez Textuel dans la collection Petite encyclopédie critique dirigée par Manuel Cervera Marzal. Bonjour à vous Vanessa Codaccioni. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Cette aspiration, le président Emmanuel Macron, on l'entendait à l'instant, l'avait exprimée en octobre 2019 dans un hommage aux agents de la préfecture de police de Paris, tués par l'un des leurs avec une arme blanche, un couteau. Des signaux auraient pu être détecté, peut-être, de sa radicalisation, et le drame peut-être évité si, donc, on avait signalé ces indicateurs qui auraient pu apparaître à ses proches, à son entourage ou à ses collègues. Pourquoi parle-t-il alors, Emmanuel Macron, de vigilance et pas de surveillance? Qu'est-ce qui distingue ces 2 mots? La vigilance, c'est une forme de protection, de précaution face à de potentiels risques ou des menaces qui peuvent arriver. La vigilance, c'est une forme d'autoprotection ou pour protéger autrui. Sauf que on voit très bien qu'il y a eu un glissement de ce sens-là, du sens du mot vigilance, qui est devenu une vigilance sécuritaire, finalement proche de la surveillance. On voit très bien qu'aujourd'hui, vigilance et surveillance deviennent finalement synonymes et en réalité visent à faire de l'autre un suspect, un être potentiellement dangereux duquel il faut se méfier. Et en réalité, quand Emmanuel Macron appelle à une société de vigilance, il appelle à une société d'autosurveillance et une société de délation. Là, vous allez très vite dans votre raisonnement, celui que vous campez effectivement dans ce livre en un peu plus de pages. Autosurveillance, délation et haine sécuritaire, c'est le sous-titre de cet essai, La Société de vigilance. Il appelle peut-être tout simplement à la responsabilité de chacun, non ? Alors il appelle, quand il dit qu'il faut repérer les déviations, ça veut dire il faut surveiller l'autre, il faut repérer les déviances, les manquements aux normes, les petites choses qui nous paraissent suspectes. Et ce qui est très important dans l'extrait que vous avez cité, c'est qu'Emmanuel Macron cite en premier lieu les policiers, les services publics. Et j'ai montré dans mon livre comment les services publics sont pensés comme devant être à l'avant-garde de cette société de vigilance, et notamment le cas des universités, peut-être qu'on y reviendra, qui sont perçus comme les mauvais élèves de cette société de vigilance. Alors, vigilance, c'est pas surveillance. Qu'est-ce qui les distingue? Vous racontez aussi et vous expliquez que la vigilance, c'est en fait une forme de surveillance, mais latérale, dites-vous, une sous-veillance, en fait. Et on comprend bien que dans surveillance, c'est l'idée de l'État qui nous encadre, qui nous regarde d'en haut, et que dans la sous-veillance, là, ce sont les citoyens qui sont appelés à exercer cette vigilance. Et il y a cette idée aussi de mutualisation, en fait, de la surveillance. La société de vigilance, écrivez-vous, n'est en effet pas seulement une société de surveillance, elle est aussi, et peut-être surtout, une société de dénonciation, une société dans laquelle signaler autrui devient normal et naturel, qu'il s'agisse de dénoncer des propos et des comportements jugés politiquement ou moralement inacceptables sur Internet, sur les réseaux, pour susciter l'indignation d'une communauté virtuelle, etc., etc. On parlait à l'instant de la société de surveillance en Russie, en Sibérie, avec le roman de Caril Ferret, La Russie, mais on pourrait aussi parler de la Chine, des États-Unis, du Brésil. C'est une histoire mondiale qui est en train de s'écrire et que vous racontez dans la société de vigilance, Vanessa Codaccioni, une tendance de fond qui se produit un peu partout dans le monde. C'est une tendance de fond qu'on retrouve dans tous les pays du monde, avec quand même cet événement marquant qui a été les attentats du 11 septembre 2001, où il y a eu une énorme réflexion sur comment peut-on récolter des informations par le bas. Avec toute une réflexion sur le fait que la surveillance technologique, celle des caméras par exemple, celle de la reconnaissance faciale, finalement, ce n'est pas suffisant.
et que les services de renseignement ne peuvent pas tout faire tout seuls. Et donc que les États, les pouvoirs publics, les institutions de répression ont besoin des citoyennes et des citoyens, ont besoin de leurs yeux, ont besoin de leurs oreilles. Et à partir de 2001, on voit dans de très nombreux pays une multiplication des appels à la participation citoyenne, à la surveillance d'autrui. On voit ça aux États-Unis, on voit ça par exemple aussi en Australie. J'ai été très surprise de découvrir qu'en 2003, on avait envoyé aux Australiennes et aux Australiens des kits de terrorisme, avec des brochures sur qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut dénoncer, avec un petit magnète à mettre sur son frigo, avec une hotline pour signaler des comportements suspects. On retrouve ça au Royaume-Uni, on retrouve ça en France, on retrouve ça évidemment en Chine, mais dans de très nombreux pays du monde, effectivement, c'est un phénomène généralisé. Et en même temps, c'est un phénomène qui n'est pas totalement nouveau. Vous le racontez aussi, qui a une histoire, hein, cette surveillance. On pense aux États-Unis, au macartisme, pour donner un exemple historique très important. Oui. Est-ce qu'il avait produit ses fruits sur le moment, en fonction de ce qui était attendu ? Oui, parce que les dénonciations, elles portent leurs fruits. Dans des contextes de chasse aux sorcières et de traque punitive, il va toujours y avoir des individus qui vont être arrêtés sur la base de cette surveillance, cette autosurveillance de la délation. On peut penser aussi, évidemment, à Vichy, où la délation a été responsable de milliers de morts. On peut aussi penser, plus récemment, dans des conséquences évidemment moins graves, à l'état d'urgence en 2015, où il y a eu des centaines et des centaines de dénonciations d'individus pour des faits supposés de terrorisme. Donc ça marche, ça a toujours existé et ça a été même institutionnalisé dans certains pays. Par exemple, en Angleterre, au XIIIe siècle, on a mis en place le système qui s'appelle Hue and Cry. Chaque personne qui voit une infraction, quelqu'un commettre un délit, doit le poursuivre, crier, alerter sa communauté et tout le monde doit se mettre à poursuivre le délinquant ou le criminel pour le remettre aux autorités. Alors, il y a quand même aussi des menaces qui ont évolué, qui ont changé. Vous évoquiez le 11 septembre comme un point de bascule, de rupture et c'est vrai que les terroristes sont passés aussi entre les mailles du filet. Donc, on voit des services de renseignement, des autorités, des dirigeants qui sont aussi dépassés par ces nouvelles menaces et qui tentent de colmater les brèches dans leur système de sécurité. Et ça passe peut-être par ça, cette idée de responsabiliser tout un chacun. Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, cette société de vigilance ? Vous mettez en avant 3 points. La normalisation de l'état de l'autosurveillance, sa banalisation presque, cette question de la dénonciation et puis aussi une répression participative. Alors, on va revenir sur ces 3 points, mais juste pour en revenir du coup aux origines de ce basculement, d'autres choses auraient pu être faites aujourd'hui, rétrospectivement, quand vous étudiez, vous analysez ces premières déclarations, ce glissement. Vous vous dites qu'ils auraient pu réagir autrement. Plutôt que de nous appeler à nous à surveiller autrui, ils auraient pu prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire la question que je me pose souvent, c'est est-ce que c'est à nous de faire le travail de la police ? Qu'est-ce que ça fait de nous ces injonctions à participer à la sécurité nationale ? Est-ce qu'on est en train de faire de nous des agents des services de renseignement, des agents, des auxiliaires de la police et même des juges où on doit juger ce qui est suspect ou pas ? Et alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup importé, c'est de savoir quelles sont les informations qui sont attendues de nous ou de la population. Et en fait, on s'aperçoit que n'importe quelle information est valable. Qu'elle soit vraie ou fausse, il faut signaler, il faut alerter, il faut dire quelque chose aux autorités. Et je pense qu'effectivement, ça, c'est vraiment une dérive, c'est-à-dire de nous associer, de nous responsabiliser à ce point, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a des nouvelles menaces aussi, on le voit en ce moment avec l'épidémie, avec le virus, qui est par essence, ce qui a été beaucoup répété, un ennemi invisible qu'il s'agit de traquer. Alors là, ce n'est pas lui qu'il s'agit de dénoncer quand il apparaît quelque part, mais néanmoins, là aussi, il y a quand même cette idée de responsabilité collective ou de lutte collective. Est-ce que cette société de vigilance, elle a été de nouveau appelée de ses voeux dans le cadre de cette crise sanitaire, Elisa Codaccioni ? Tout à fait, elle a été appelée de ses voeux, puisqu'on a vu des appels à dénoncer les personnes qui ne respecteraient pas soit le couvre-feu, soit le confinement. On a vu ça en Angleterre, on a vu ça en Italie, on y reviendra peut-être. On a vu ça aussi en France, où la police d'Antibes a appelé la population à dénoncer les personnes qui ne respecteraient pas le confinement. Mais ça rentre dans un contexte beaucoup plus général de responsabilisation de la population. La sécurité n'est plus un droit, c'est un devoir qui engage chacune et chacun. Nous sommes responsables de notre propre sécurité. C'est une vision libérale de la sécurité, une vision de droite de la sécurité, une vision néolibérale où on doit être des entrepreneurs, où on doit être responsable dans tous les domaines de la vie
même dans le domaine de la sécurité. Et ça, on le retrouve dans toutes les crises, tous les domaines, toutes les sphères de la vie, et ce, dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, on nous prépare à des menaces, à des risques, à être responsable. Par exemple, avec le cas des exercices alerte sécurité dans les écoles ou alerte attentat aux États-Unis, qui se réalisent dans des conditions épouvantables, avec des acteurs qui jouent des tireurs, avec du faux sang, avec des armes factices, avec des enfants qui doivent mimer les morts au sol. Et ça, très tôt, on dit aux individus, vous devez être responsable parce que ça va arriver. Et finalement, c'est une manière de gouverner par la peur, de nous tenir toujours dans ces questions sécuritaires. Ou de se dire prévenir plutôt que guérir, ça peut être ça aussi. Prévenir plutôt que guérir, sauf que là on voit bien qu'à force de responsabiliser les citoyennes et les citoyens, on déresponsabilise l'État. Qu'est-ce qu'on nous a dit quand il y a eu le premier confinement? Que c'était parce qu'il y avait eu de mauvais comportements et que nous n'avions pas respecté les gestes barrières. Est-ce vraiment de notre responsabilité si nous avons été confinés, par exemple? C'est la question que je pose. Et ça, je crois que c'est le pendant. C'est qu'à la responsabilisation de la population découle la déresponsabilisation des pouvoirs publics. Finalement, les pouvoirs publics ne sont pas responsables. C'est nous qui sommes responsables. Alors vous avez évoqué le cas de l'Italie. On va s'y rendre tout de suite avec un extrait d'un reportage d'Envoyé spécial de Brando Baranzelli et de Corinne Langlois et Olivier Ferraro. En Italie, où une nouvelle application a vu le jour au nom de la lutte contre l'épidémie. L'application marche comme ça. Ici, on voit la carte de la ville. On clique sur l'icône Covid-19. Et on peut décider quel type d'infraction signaler. Rassemblement, établissement ouvert et non-respect du confinement. On peut décrire ici ce qu'on a vu et on peut encore prendre une photo de la situation qu'on dénonce. Ici, on clique sur « Confirmer ». Le signalement est envoyé directement à la police. À votre avis, cette application n'est-elle pas une façon d'encourager la délation entre citoyens? Oui, enfin, plutôt que délation, je préfère le mot dénonciation. On ne plaisante pas avec le virus. Et celui qui commet une erreur s'expose à de lourdes conséquences. Et il expose aussi les autres. Il faut vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Sur le terrain, les policiers municipaux patrouillent dans la ville. Les 30 agents de la Polizia locale sont alertés en temps réel. Alors là, son raisonnement, on peut se dire qu'il est acceptable. On peut violer des interdits et mettre sa propre sécurité en jeu. Le problème, c'est que là, c'est aussi celle des autres qu'on met dans la balance. Juste pour revenir sur, une fois encore, cette affaire de mots et vous laisser nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle application qui a pu être mise en place en Italie. Dénonciation, délation, là, c'est encore une affaire de mots. Mais qu'est-ce qui vous parlez là de dénonciation ou de délation? Qu'est-ce qui différencie En fait, j'ai fait le choix dans l'ouvrage de ne pas distinguer les deux mots pour une raison précise, c'est que les gouvernements aujourd'hui font, eux, la distinction entre la dénonciation et la délation. Pour nous appeler à dénoncer, ils vont développer le fait que la dénonciation est un acte civique, un acte patriotique, un acte bon, qui est là pour sauver des vies. Et d'un autre côté, ils vont stigmatiser la délation. Donc cette différenciation des mots, elle est utilisée par les pouvoirs publics eux-mêmes pour valoriser la dénonciation. C'est pour ça que dans ce livre-là, je ne fais pas la distinction, même si il y a des distinctions à faire. En sociologie, la dénonciation a un sens très particulier. Elle a été développée notamment dans les travaux de Luc Boltanski comme la publicisation, la mise en alerte d'une injustice. On peut penser aussi aux dénonciations faites par les lanceuses et les lanceurs d'alerte. On peut aussi penser aux dénonciations de membres qui sont victimes de violences sexuelles, d'inceste, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui sont eux-mêmes victimes de violences dans leur chair ou de violences symboliques ou de toutes formes de violences. Donc il faudrait faire la distinction, mais dans ce livre-là, j'ai vraiment insisté sur le fait que les pouvoirs publics joue sur cette distinction. Dénoncer la délation, valoriser la dénonciation. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est vraiment la question qui se pose en ce moment autour de cette affaire Olivier Duhamel. Est-ce que ceux qui savaient ou qui auraient su, qui auraient entendu dire que, auraient dû le signaler, auraient dû le dire? Alors moi, je ne suis pas juge et chacune fait ce qu'il veut, mais il me semble qu'il y a une différence notable entre porter assistance à une personne en danger ou dénoncer de vrais faits dont une personne a été victime et signaler le comportement d'un individu qui pourrait peut-être un jour
passer à l'acte. Et en réalité, on sait que dans ces cas-là, il y a énormément de dénonciations malveillantes, de fausses dénonciations. Ça a été prouvé, et dans tous les contextes historiques et dans tous les pays. Donc il y a une vraie différence entre porter assistance à quelqu'un, soutenir quelqu'un, une victime, quelqu'un qui a été blessé dans sa chair, violenté, et puis signaler pour signaler. Comme je le dis dans mon livre, ce qui est très, et on va y revenir avec l'application, ce qui est très difficile et très dangereux, c'est par exemple le signalement en ligne. Vous signalez quelque chose en ligne, et puis vous passez à autre chose, vous allez boire un café par exemple. Qu'est-ce que ça dit, ça, de cette facilité qu'on a à... Je le dis, et je ne juge personne encore, puisque moi-même, j'ai pratiqué le signalement en ligne pour des propos homophobes ou racistes ou antisémites ou islamophobes, etc. Donc ça me prend moi-même ces questions, ça m'intéresse moi-même. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça ? Donc je ne suis pas là pour juger, mais je pense qu'il faut qu'on fasse chacun et chacune attention à nos propres pratiques, qui sont un peu des pratiques punitives en réalité. Alors c'est intéressant, quand vous l'avez fait, en buvant votre café derrière, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous n'auriez pas dû ? Très sincèrement, parfois je ne me dis rien du tout. Et puis, justement, parfois je me dis, mon Dieu, mais tu es en train de participer à cette société-là. C'est ça aussi qui m'a poussée à écrire ce livre. C'est ces formes de pulsions qu'on a tous. Moi qui écris sur la répression, qui dénonce la répression. Et justement, j'avais besoin d'écrire ce livre justement sur la manière dont nous sommes de plus en plus appelés à participer à ça, à ces traques punitives, à ces formes de punition. Mais si on en revient à l'application et à l'exemple Oui. italien qu'on entendait là encore, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc ça interroge effectivement chacun sur ce qu'il souhaite aussi réaliser et s'il est prêt à se laisser tenter, attirer par l'idée d'aller signaler Bien sûr. un voisin non respectueux des mesures annoncées, par exemple. Bien sûr, mais ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a véritablement toute une technologie du pouvoir qui se met en place et qui va s'appuyer sur les dernières technologies, les avancées technologiques, pour nous inciter sans cesse à se surveiller, à être presque des espionnes, des espions, à développer des formes de voyeurisme. C'est le cas des applications téléphoniques. Alors, vous l'avez dit, il y a des applications italiennes qui permettent de dénoncer les personnes qui ne respectent pas le confinement. Ça a marché en Italie ? Ça a marché. On a vu ça aussi en Angleterre, où il y a eu une application qui a permis de dénoncer des personnes qui ne respectent pas le confinement. Mais en fait, on voit ça depuis plusieurs années aux États-Unis, avec des applications qui s'appellent iWatch. On retrouve ça à Dallas, on retrouve ça à Los Angeles, où des personnes peuvent envoyer directement à la police des photos, des sons, des vidéos, des géolocalisations, pour alerter et signaler des comportements dits suspects. Mais ça peut aussi passer par la télévision. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, vous avez des émissions qui présentent des individus suspects, des délinquants, des criminels, et où on appelle la population à signaler en appelant et en passant en direct pour enfermer quelqu'un. Ça peut passer évidemment par Internet avec cette technologie, ce dispositif de technologie de pouvoir qui est la plateforme de signalement en ligne, et qui va récolter effectivement des dizaines et des dizaines de milliers de signalements. Vous ne mettez pas les applications comme Stop Covid, telle qu'elle avait été pensée au départ, dans le même panier ? Alors ça, à mon avis, Stop Covid, c'est encore autre chose. La visée était sanitaire, elle était pas sécuritaire. Était sanitaire, mais la question qu'on peut tous se poser, et que beaucoup se sont posées, c'est qu'est-ce que deviennent les informations qui sont récoltées sur ces types d'applications ? Je dis qu'il y a quand même une conjonction, même si là, il faut faire attention dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, entre deux types de surveillance. La surveillance de l'État sur la population et la surveillance de la population contre elle-même. Ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a un double usage de nos corps, un double usage sécuritaire du corps des citoyens. Les citoyens, comme source directe d'informations, on va prélever sur eux des informations, on va récolter sur eux des informations. L'ADN, les empreintes, le fichage, la reconnaissance faciale. Donc, on nous prélève toujours quelque chose pour avoir des informations sur nous. Et puis, deuxièmement, c'est le cas de la surveillance latérale, de cette surveillance mutuelle, le corps citoyen comme vecteur de recherche d'informations. C'est nous qui allons rechercher des informations, c'est nous qui allons utiliser nos sens, notre vue, notre ouïe, pour surveiller alentour et repérer des dangers, repérer des personnes suspectes. Alors la Chine, qui est le modèle épouvantail aujourd'hui en matière de surveillance, dans quelle catégorie vous placez ce modèle et le pays ? On est dans la surveillance ou dans la sous-veillance, ou les deux ? Les deux. Et justement, la Chine est un cas très très intéressant, alors
vous l'avez dit, c'est un épouvantail, mais finalement, il faut toujours se méfier des épouvantails. C'est-à-dire, à force de dire que ce sont des épouvantails, ça en devient intéressant. Et on voit très bien que la Chine suscite des imitations. La reconnaissance faciale commence à être expérimentée dans quelques villes françaises, par exemple. Et c'est pareil pour toutes les techniques punitives. Dans mes précédents travaux, j'avais montré comment Guantanamo jouait le rôle de repoussoir, d'épouvantail, et finalement était réclamé par certaines personnalités. C'est un cas à part, mais c'était pour montrer qu'il faut se méfier de ces épouvantails-là, parce que finalement, ça arrive ensuite très vite chez nous, tout au moins dans les discours. La Chine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle développe une surveillance étatique massive, intrusive. On parle de millions de caméras de vidéosurveillance qui vont être connectées avec cette technologie de la reconnaissance faciale. Et en même temps, l'État chinois développe au maximum la surveillance mutuelle, la surveillance horizontale des citoyennes et des citoyens entre eux. Et il y a une interconnexion entre les deux. Je prends un exemple, c'est un programme qui s'appelle le programme Yeux perçants, par lequel, dans les campagnes, les Chinoises et les Chinois peuvent brancher leur téléphone portable ou leur téléviseur sur le réseau des caméras de vidéosurveillance installées dans les villes. Et donc, en fait, ils vont surveiller alentour ce qui se passe par le biais des caméras de l'État. Et donc, on voit comment il y a une interaction entre surveillance horizontale et puis la surveillance descendante de l'État qui, finalement, se renforcent mutuellement. On peut aussi prendre l'exemple du système de crédit social chinois, vous savez, où les Chinoises et les Chinois sont notés pour leur bon ou leur mauvais comportement. Et s'ils ne sont pas des bons citoyens, on va les priver de certains services publics, de certains droits. Par exemple, on ne peut plus prendre les transports en commun ou on ne peut plus prendre l'avion si vous êtes mal noté. Et ça, évidemment, ça participe des deux, c'est-à-dire à la fois la surveillance de l'État et puis progressivement d'une surveillance mutuelle. Voilà, puis un autre exemple peut-être au Texas, à la frontière aussi entre le Mexique et les États-Unis, avec un système de caméras en réseau qui a été mobilisé pour faire quoi? Alors, c'est le système du Texas Virtual Border Watch, par lequel on a installé donc, des caméras tout au long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et chaque spectateur dans le monde, ou chaque spectatrice dans le monde, peut regarder ce qui se passe à la frontière Mexique-États-Unis et signaler, cliquer sur un bouton pour signaler une activité suspecte. Et là, je crois que c'est des exemples types. La Chine, cette application aux États-Unis, cette interaction entre les deux types de surveillance. Vanessa Kodacheni, notre invitée à l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage essai intitulé « La société de vigilance », c'est chez Textuel, France Culture, il est presque 13h20. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Alors, ce qui est intéressant, et ce que vous racontez, Vanessa Kodacheni, c'est aussi ce que ces appels à la vigilance, autrement dit, sous votre plume, ces injonctions sécuritaires, font au regard. Vous parlez de détournement du regard. C'est aussi ce qui va se produire parce qu'on va nous appeler à regarder avec vigilance, avec attention, avec inquiétude ou avec suspicion certaines situations. Si on devait choisir où regarder, ou mieux regarder, vers quoi faudrait-il se tourner, Vanessa Kodacheni? Alors, ce qu'on observe effectivement, c'est que normalement, quand on parle de la surveillance dans les sociétés contemporaines aujourd'hui, on prend l'exemple du panoptique, qui est le fait que des gardiens de prison sont dans une tour et peuvent voir tout le monde sans être vus. Voilà, le panoptique de Michel Foucault. Le panoptique de Michel Foucault. Vous lui préférez le synoptique? Le synoptique, oui. Pourquoi? Parce que le panoptique, c'est quelques-uns voient tout le monde sans être vus. Là, en réalité, il y a une majorité de citoyennes et de citoyens vus par l'État, mais qui ne vont finalement que surveiller certaines personnes, certaines cibles qui ont été prédésignées par l'État. Historiquement, ça va être les corps racisés, par exemple. Les Noirs aux États-Unis, la population afro-américaine n'est pas spécifiquement la population noire rebelle, comme le mouvement pour les droits civiques ou aujourd'hui les Black Lives Matter, qui sont surveillés par les services de renseignement. Mais les Noirs aux États-Unis sont historiquement surveillés, comme l'ont été les corps racisés en France, les Algériennes, les Algériens. Mais aujourd'hui, par exemple, dans le cas de la lutte antiterroriste, ce sont les musulmanes et les musulmans qui sont ciblés par ces politiques de surveillance étatique et horizontale, avec tous ces appels à repérer des signaux de radicalisation. Et ça, c'est des outils clés en main qui nous obligent à regarder certains signes, certaines pratiques vestimentaires, certains comportements. Et on voit très bien quand on regarde ces listes de signes, d'indicateurs de radicalisation, comment on veut nous imposer une problématique visuelle.
C'est-à-dire nous dire qu'est-ce qui est problématique du point de vue visuel, qu'est-ce qui est visuellement problématique, pour nous attirer, pour attirer notre regard. Et en réalité, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a effectivement une captation sécuritaire de notre regard et de notre attention. Dans les sociétés contemporaines aujourd'hui, il y a 3 types de surveillance. La surveillance de l'État, la surveillance horizontale, mais aussi celle dont on n'a pas parlé, la surveillance de la population vers l'État, vers ses agents, vers ses institutions, vers les pratiques de l'État. Et cette vigilance-là, on tend à l'affaiblir aujourd'hui dans notre société. La thèse que je défends dans mon livre, c'est que ces injonctions sécuritaires, cette captation de notre regard et de notre attention citoyenne, elle vise à affaiblir notre capacité à voir l'État, à voir ses agents et ses institutions. On nous détourne le regard, on nous capte, on nous captive pour ne pas qu'on regarde ailleurs et en particulier qu'on regarde ce que fait l'État. Est-ce que vous pensez vraiment que tout ça est aussi calculé, est aussi programmé, est aussi intentionnel? Je vous répondrai par un exemple très précis dont on parle beaucoup en ce moment et qui est la loi sécurité globale. La loi sécurité globale, elle a 2 versants. Un dont on a beaucoup parlé et qui vise à empêcher de filmer les interventions policières. Et puis il y a l'autre versant, qui est la multiplication de l'usage des drones, notamment dans les manifestations, ou l'usage des images de caméras piétonnes par les policiers. Et là, on voit bien qu'il y a les deux qui se mêlent. Extension de la surveillance de l'État sur la population, drones, images de caméras piétonnes, empêchement de la surveillance citoyenne des agissements de l'État, de l'autre, c'est empêcher de filmer les interventions policières. Il y a vraiment ces 2 versants-là. Extension de la surveillance de l'État, affaiblissement du contrôle citoyen du pouvoir. Mais il y a vraiment aussi encore des garde-fous. On l'a vu justement avec la question de l'utilisation des drones au moment de la crise sanitaire, qui ont été extrêmement restreints, limités, voire interdits dans beaucoup de situations. Autre garde-fou qu'on peut quand même évoquer et mettre en avant. Par exemple, là, au moment du confinement et des couvre-feux, c'est l'espace public qui est surveillé. Oui, mais il y a quand même une restriction à un point essentiel, c'est que les policiers ou les gendarmes, aujourd'hui encore, ne peuvent intervenir au domicile pour contrôler, par exemple, si le couvre-feu est respecté. Même sur dénonciation d'un aimable voisin, ils ne peuvent pas intervenir hors du cadre très précis d'une procédure spécifique avec contrôle de la justice et des magistrats. Ça fait quand même partie aussi des points qu'il faut souligner. En France, il y a un texte qui chiffonne bon nombre de défenseurs des libertés aujourd'hui, syndicats, avocats. Le spectre du Big Brother en 2021, ont-ils dit récemment, c'est cette décision que le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, vient d'autoriser, le fichage des opinions politiques, des appartenances syndicales et des données de santé par la police et la gendarmerie, au nom, là encore, de la sûreté de l'État. Ouais. Ça va entrer en vigueur? Ça va entrer en vigueur. Cette décision du Conseil d'État, elle est intéressante et ça me permet de rebondir sur votre précédente remarque sur les contre-pouvoirs. Le Conseil d'État a validé ces décrets de Emmanuel, oui, c'est un lapsus, de Gérald Darmanin. Donc le Conseil d'État n'a pas joué son rôle de contre-pouvoir. Il ne l'a historiquement quasiment jamais fait. Donc on voit très bien ici que par le fait de prendre des décrets, on n'a pas le temps de réagir. Pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur la loi sécurité globale, on a pris ces décrets pour ficher les opinions politiques, les opinions syndicales, etc. Ce qui est très important à souligner, c'est que ça s'inscrit dans une histoire de la surveillance des activistes, des opposants, des syndicats, sur lesquels moi j'ai travaillé, par exemple en travaillant sur la répression anticommuniste pendant la guerre froide ou la guerre d'Algérie. On sait que les militants sont fichés. Il ne faut jamais oublier non plus que le principal travail des renseignements généraux jusqu'en 1990, c'est la surveillance de l'opposition, de la contestation politique. Donc il y a une histoire. Mais ces fichages, ils s'inscrivent aussi dans cette extension de la surveillance de l'État, dans cette volonté de tout savoir sur les individus. On veut tout savoir de nous. Ce que l'on fait, ce que l'on achète, ce que l'on lit, qui on voit, avec qui on échange, quelles sont nos idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et ce système de fichage-là, il est très intéressant de le visibiliser. Qu'est-ce que ça veut dire d'afficher le fait qu'on va être fiché pour nos opinions politiques, nos manières de militer ou notre appartenance syndicale, etc. C'est une forme de menace, quelque part. C'est une forme de mise en alerte. Nous saurons ce que vous pensez et ce que vous faites. Et je crois que là, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, parce que ça a toujours existé. On ne fait que le visibiliser, on ne fait que le légaliser.
Et donc ça rentre bien dans cette société de surveillance à tout crin. Alors, est-ce qu'on a voulu cette société de vigilance? Est-ce qu'elle fait partie aujourd'hui aussi des aspirations pour notre sécurité à tous? On va presque terminer avec les mots d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il s'agit de Patrice Spinozzi, surnommé comme son confrère François Sureau par Le Point, le moine soldat du droit. Les Français ont besoin d'être rassurés, c'est certain. Pourquoi? Mais parce que les Français ont peur. Les Français ont peur de la menace terroriste. Les Français ont peur de la menace sanitaire. Est-ce qu'ils ont envie de plus de lois? Certainement pas. Sauf que les gens qui sont censés les protéger, c'est-à-dire les hommes politiques, leurs élus, leur disent pour lutter contre cette menace, j'ai besoin de faire des lois. À partir de ce moment-là, eh bien évidemment, la population adhère à ces lois. Elle ne le veut pas forcément. Le problème, le vrai problème, c'est qu'il faut avoir conscience de ce qu'impliquent ces lois. Et là, on en revient sur les atteintes qu'on est en train petit à petit de porter à l'état de droit. Là, on en revient à la question du sentiment de liberté. Là, on en revient à la question de l'éducation de la population à la liberté. Voilà, l'éducation, ce sera peut-être pour vous aussi, Vanessa Codaccioni, le maître mot et le mot de conclusion de cette réflexion autour de la société de vigilance. Oui, alors effectivement, les Françaises, les Français, les populations en général ont peur, mais il faut toujours rappeler que cette peur, elle est aussi construite par le haut, construite par le pouvoir politique. Et ça, c'est vraiment pas nouveau. Dès les années 70 en France, ça c'est ce que Michel Foucault appelait aussi les sociétés de sécurité. Les questions sécuritaires vont devenir au cœur des pouvoirs politiques, même si ce ne sont pas des préoccupations majeures. Et s'il y a des faits qui arrivent, effectivement, des infractions, des délinquances, des violences, elles vont être surexploitées. Et ça, comme je le dis, effectivement, et c'est la question de l'éducation, on commence à voir ça dès l'enfance, dès l'école. Où dès l'école, on apprend à se méfier les uns des autres, au fait qu'il faudra signaler. Le signalement devient au cœur de l'école aujourd'hui. Donc dès l'école, il faudrait apprendre quoi? Dès l'école, il faudra apprendre l'entraide, la solidarité et avoir peut-être un peu moins peur. Merci à vous, Vanessa Codaccioni, la société de vigilance, autosurveillance, délation et haine sécuritaire. Votre nouvel essai vient de paraître chez Textuel. Merci. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. Grande Table des idées, c'est Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez. Grande Table Culture, Henriette Delacroix et Henri Leblanc. Merci beaucoup à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide très, très, très précieuse. À la réalisation aujourd'hui, Thomas Beau avec Marie-Claire Ouma Badi. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous sur France Culture et vous dis à demain pour une nouvelle Grande Table à l'occasion des 10 ans des printemps arabes.